Ok, alors dans cette vidéo, déjà bonjour à toutes et à tous. Tout simplement, on va parler un petit peu des conditions de marché actuelles. Donc, bon, très simple, hein, le sommaire à peu près dans cette vidéo, ça va être de parler déjà un petit peu de où en sont les marchés actions, donc les principaux marchés actions, CAC 40, bien évidemment, l'indice phare de la bourse de Paris, l'Eurostoxx 50 au niveau européen. On va regarder un petit peu aussi ce qui se passe aux États-Unis, hein, donc le Standard & Poor's 500, mais également le fameux Nasdaq 100, l'indice des valeurs technologiques. Euh, donc voilà, on va prendre quelques indices phares comme ça, incontournables, pour regarder un petit peu où en sont les marchés actions au moment où je tourne cette vidéo. Donc ça déjà c'est pour commencer à savoir un petit peu de quoi on parle, où est-ce qu'on met les pieds. Ce que je vous propose moi dans cette vidéo c'est finalement quelque chose de simple, c'est de faire un petit point marché, regarder où en sont les marchés actions, qu'est-ce qui fait que les marchés actions en sont là, mais surtout beaucoup plus intéressant, beaucoup plus utile, pas de savoir ce qui s'est passé dans le passé, mais de voir qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion pour l'avenir, et est-ce qu'on peut extrapoler, même si c'est très difficile de le faire, ce qu'on constate actuellement, pour faire des prévisions à long terme en bourse. Donc c'est ce que je vous propose. Donc voilà, on va déjà commencer par regarder un petit peu comment se comportent où est-ce qu'on en est en fait au niveau des grands marchés actions mondiaux. On parlera bien évidemment dans cette vidéo rapidement de l'inflation, ainsi que des taux directeurs ou des taux d'intérêt, donc des banques centrales, parce que c'est incontournable pour expliquer évidemment, et pour ce que je vais expliquer, puis pour voir vers quoi on se dirige finalement en bourse. Donc voilà, donc là je vous mets un écran rapidement le CAC 40 Gross Return, donc c'est-à-dire dividende réinvesti tout simplement, donc un plus haut historique. Le CAC 40 en tant que tel est également à un niveau très très élevé. Euh, Également, les principales valeurs qui composent ces indices sont à des niveaux très élevés, donc que ce soit pour le CAC 40, comme pour l'Eurostoxx 50, comme pour le Standard & Poor's 500 ou le Nasdaq 100 avec Microsoft ou Apple par exemple. Bien, on voit qu'on a des niveaux de valeur, voilà, des reprises boursières qui sont extrêmement intéressantes depuis un bon mois, depuis tout début novembre jusqu'à actuellement, donc un mois et demi plutôt. Euh, L'idée, c'est surtout de savoir, pas tant ce qui vient de se passer, mais à court terme, mais de voir qu'est-ce qui explique cela et comment ça pourrait évoluer par la suite à moyen et long terme. Donc, première chose, il y a quelque chose qui est fondamental de comprendre d'emblée, tout de suite, maintenant, je l'ai déjà dit, je le répète, je le répéterai probablement à l'avenir encore. Il y a un élément qui est immuable, ça fait depuis je dirais pas des centaines d'années, mais enfin, en tout cas, c'est plus qu'une tendance séculaire. C'est qu'il y a un élément qui est incontournable, qui est vraiment de loin un des facteurs principaux, un des principaux drivers de l'évolution des marchés actions, ce sont les politiques monétaires des banques centrales. Et en partie, en premier lieu desquelles, dans les outils de politique monétaire, les taux directeurs. Donc là, on parle de politique monétaire conventionnelle. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de politique monétaire non conventionnelle comme le quantitative tightening, comme le quantitative easing, c'est-à-dire l'assouplissement quantitatif, le resserrement quantitatif, etc. Donc ça fera pas l'objet de cette vidéo parce que ce serait beaucoup trop long sinon. Donc on va rester sur quelque chose de simple, de concret et de fondamental, les taux d'intérêt, les taux directeurs, les taux des banques centrales. Finalement, le coût du crédit, ce que vous voyez à la télé lorsqu'on vous explique que le taux de votre crédit immobilier est très élevé, par exemple. Et ben, c'est de ça qu'on parle quand on va parler de taux d'intérêt. Donc, euh, donc ça, c'est du côté des banques centrales. Ça, faut le comprendre, c'est indispensable parce que l'idée sous-jacente, c'est que les banques centrales, leur objectif, c'est de réguler l'inflation en jouant sur la masse monétaire, donc c'est une théorie simple et classique de monétaire, que je vais vous afficher à l'écran. Voilà, bah, P fois V égale M fois P. Euh, c'est simple. Pardon, M fois V égale P fois T. Donc masse monétaire multipliée par vélocité de la monnaie égale production fois prix. Sauf que si la production reste stable mais que la masse monétaire augmente, euh, on a une constante au niveau de la production et on a du coup, dès qu'il y a une vélocité de la monnaie qui augmente ou une masse monétaire qui augmente, du coup une inflation, le P qui augmente. Pas plus compliqué que ça, donc là c'est un des facteurs qui explique l'inflation, mais enfin il y en a beaucoup, celui-là est quand même prépondérant. Et donc l'inflation, c'est une des cibles des politiques monétaires des banques centrales. Donc la BCE et la Fed, parce qu'on va parler de ces deux-là essentiellement, puisqu'on parle de ces deux grands marchés actions, donc c'est-à-dire le Standard & Poor's 500 aux États-Unis,
l'Eurostock 50, le CAC 40, etc. en zone euro. Euh, on vient de dire que finalement les banques centrales, c'est ça qui va driver essentiellement les marchés actions. Historiquement, c'est comme ça. Si vous voulez en savoir un peu plus, regardez la règle Paul Volcker, taux d'intérêt, et vous comprendrez euh, voilà, ce qui a été fait par le président de la Banque centrale américaine dans les années 70 pour juguler l'inflation en pleine stagflation euh, lors des chocs pétroliers. Donc là, on n'est pas dans ce cadre-là, on ne va pas avoir un scénario avec une hausse des taux qui va culminer à quasiment 20%, très temporairement. On est sur un autre scénario, mais enfin, en tout cas, j'en parlerai un peu plus loin dans la vidéo. Quoi qu'il en soit, dans cette vidéo, les deux éléments clés à comprendre, c'est quelques éléments clés, mais le principal, c'est que ce sont les politiques monétaires qui expliquent les évolutions en bourse. Et donc, la BCE, donc on va parler un petit peu de BCE quand même, et puis de la Fed. La BCE et la Fed sont finalement les pivots de ce qui explique la hausse et ce qui va expliquer la hausse ou la baisse des marchés actions à l'avenir. Donc, dans les mandats de la BCE et de la Fed, on retrouve communément dans chacune d'entre elles deux objectifs communs, plus un pour la Fed, on en reparlera juste après, c'est de maîtriser le niveau des prix. Donc la maîtrise du niveau des prix, c'est finalement maîtriser le niveau d'inflation. Et deux, finalement contrôler simplement enfin piloter la politique monétaire, contrôler la masse monétaire en circulation. La Réserve fédérale américaine a aussi pour objectif de maintenir de soutenir l'emploi. Voilà. Donc ça, c'est un mandat que n'a pas la BCE, mais enfin en tout cas, indirectement, ça joue un rôle quand même très important dans le pilotage de la politique monétaire. L'idée, c'est quoi? C'est que là, nous, ce qu'on veut savoir en tant qu'investisseur, c'est est-ce que ce qu'on vient de constater pendant un peu plus d'un mois, est-ce que la remontée des marchés actions, est-ce qu'elle est pérenne, est-ce qu'elle est durable, est-ce qu'on peut extrapoler sur la base de ce qu'on sait maintenant pour établir des prévisions à plus long terme. Donc l'idée, c'est qu'il y a deux éléments clés qui sont incontournables. C'est un, le taux d'inflation, deux, le taux directeur. Donc le taux d'inflation, donc c'est l'évolution des prix. Actuellement, dans l'eurozone, on est à 2,4%. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Eurostat. Donc c'est extrêmement fiable et c'est extrêmement faible aussi. Donc c'est là qu'on a réussi à retrouver des niveaux d'inflation, euh, bien évidemment agrégés, qui sont tout à fait honorables, évidemment, au prix d'une quasi-récession, mais on a retrouvé quand même des taux d'inflation qui sont tout à fait intéressants, qui sont très proches de la cible de la BCE de 2%. Donc voilà, c'est tout à fait cohérent, correct. Et aux États-Unis, on a retrouvé aussi des taux d'inflation qui sont très très cohérents. Donc ici, on va sortir un petit peu du cadre de 2022, donc du cadre de stagflation finalement, qui a largement impacté les marchés actions. En plus de ça, aggravé par évidemment une hausse, un renchérissement du coût des matières premières. Là, on n'est plus trop dans ce cadre-là. On ne va pas parler des futurs sur pétrole dans cette vidéo. Je vous laisserai regarder un petit peu l'évolution de ce côté-là sur les commodities. En tout cas, là, on sait que la première chose déjà, le premier critère, c'est d'ailleurs celui de l'inflation, il est convenable, il est correct, il est validé. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que la politique monétaire, elle est plus ou moins laxiste et plus ou moins attrayante finalement d'un point de vue des investisseurs. Donc, dans ce cadre-là, tous les mois, aux États-Unis, la Réserve fédérale américaine annonce déjà, elle le fait, et continuera de le faire. Idem d'ailleurs en zone euro, c'est simplement que ce sont les gouverneurs de la Banque Centrale Européenne qui le font, par l'entremise de Madame Lagarde. Mais aux États-Unis, c'est la même chose. Tous les mois, il y a le FOMC donc, qui se réunit, donc le Federal Open Market Committee, avec des gouverneurs de banques centrales d'États respectifs aux États-Unis, qui établissent un consensus sur le taux d'intérêt directeur principal qui est à appliquer à l'économie, donc US en l'occurrence. Ça, c'est annoncé tous les mois par Jérôme Powell. Donc là, c'est très intéressant ce qui se passe actuellement, ce qu'on est en train de constater, ce qu'on peut déjà remarquer, ce qu'on peut constater et ce qu'on commence à appréhender un peu. C'est que là, on a eu déjà pour la première fois depuis déjà quelques mois maintenant, on a déjà eu pour la première fois un plateau qui a été atteint, c'est-à-dire un arrêt de la hausse des taux d'intérêt. Et là, le consensus, parce que tout est pricé dans les cours de bourse à l'avance, mais les analystes, eux,
qui attendent avec impatience, à la seconde près, que les chiffres soient publiés sur les différents calendriers économiques et financiers, eux, ils ne savent pas à l'avance qu'est-ce qui va être annoncé. Donc il y a un consensus toujours, et tout est pricé dans les cours de bourse. Mais l'idée, c'est que là, pour la première fois, on a eu des résultats qui sont un peu plus encourageants peut-être que ce qu'on pouvait attendre. Donc aux États-Unis, au niveau des taux directeurs. Alors attention, dans cette vidéo, quand je parle de taux directeur, je parle de celui dont je vous ai parlé. Je parle parce qu'il y a trois taux directeurs différents. Je parle bien du taux de refinancement, le taux REFI, donc c'est-à-dire le coût de l'argent. C'est très simple, pas plus compliqué que ça. C'est à combien empruntent les banques, c'est quoi le taux. Leurs achats, c'est quoi? C'est un taux. Elles revendent à quoi? Un autre taux avec une marge. C'est ça le principe de régulation de la masse monétaire en circulation pour juguler l'inflation. Il y a différents taux, taux de facilité, taux de prêt marginal, ainsi que le taux de dépôt. Mais enfin, ce qui nous intéresse, le taux dont tout le monde parle lorsqu'on parle de taux directeur, c'est le taux de refinancement. C'est le coût finalement du crédit. Donc, et ça c'est vrai pour la BCE comme pour la Fed aux États-Unis. Donc là, on a probablement atteint le pic pour toute l'année 2023, mais surtout plus intéressant encore, le consensus des analystes, parce que là ça a été publié très récemment, donc le 13 et le 14 décembre 2023, mais le consensus des analystes ne s'attendait pas à ce qu'il y ait alors ne s'attendait pas à une baisse de taux, ou ni à une hausse de taux d'ailleurs, mais ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une annonce qui soit faite en faveur d'une hausse plus rapide que prévu des taux à venir pour l'année 2024. Et donc ça, c'est particulièrement attrayant parce que tout est pricé à l'avance dans les cours de bourse. Et le scénario qui était retenu, c'était non pas le scénario à la Paul Volcker, je vous laisse regarder sur Internet, le taux Volcker des années 70. Mais ce qui était retenu, c'était pas une thérapie de choc, entre guillemets, mais c'était un soft landing, c'est-à-dire une baisse des taux progressive, voilà, avec plusieurs plateaux. Et puis 25 points de base par-ci par-là de baisse de taux pour arriver peut-être en 2025, fin 2025 à 3,25 ou 3 ou 2,75% de taux d'intérêt directeur. Peut-être que ça ira un petit peu plus vite que ça, c'est pas non plus certain. En Europe, donc en Europe, même principe, alors on a un équivalent du Federal Open Market Committee, donc ce sont tout simplement le conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne. Donc le fonctionnement est à peu près similaire. Bon, l'Allemagne et la France pèsent un peu plus. C'est simplement pour des raisons statutaires, mais dans tous les cas, il y a un consensus qui est fait en interne. Et puis ensuite, il y a le consensus des analystes externes qui attendent les publications avec impatience. Ce 14 décembre 2023, à 14 h, heure de Francfort, il y a eu donc l'annonce de taux qui resteront inchangés donc pour l'instant. Donc ça évolue de mois en mois. Chaque mois ça évolue, donc ça peut aller très vite. Mais en tout cas, en général, historiquement, la BCE a toujours un léger train de retard, voilà, de quelques mois, historiquement, par rapport à la Réserve fédérale US, que ce soit pour augmenter les taux comme pour les baisser. Donc c'est pas pour autant que le maintien des taux au taux actuel en zone euro est un point négatif. Je rappelle qu'en zone euro, on a une inflation qui est à 2,4% sur 12 mois glissants. Donc c'est quand même tout à fait intéressant et tout à fait honorable vis-à-vis de ce qu'on avait connu il y a encore quelques mois. Alors, il y a quand même évidemment certaines tensions, il y a quand même encore certaines tensions inflationnistes sous-jacentes, mais enfin dans tous les cas, ce qui se passe c'est qu'on a une inflation qui est en train d'être maîtrisée, qui est en très bonne voie, donc qui est finalement en train de baisser. Et donc ça a un impact direct sur les décisions de politique monétaire. Et finalement, ce qui compte le plus dans tout ce que je suis en train de vous dire, c'est les décisions de politique monétaire. Parce que c'est ça, les taux d'intérêt, c'est ça qui va driver les marchés actions. Des taux qui augmentent, ça fait baisser les marchés actions, je vous la fais court, je vous la fais simple. Des taux qui montent, ça fait des taux qui baissent, pardon, ça fait augmenter les marchés actions. Des taux qui montent, ça fait baisser les marchés actions. C'est ça qu'il faut retenir, c'est très simple. Et donc là, actuellement, qu'est-ce qu'on constate sur les marchés de capitaux, c'est-à-dire les marchés obligataires et actions. Donc sur les marchés obligataires, évidemment, ce qui se passe, c'est qu'on remarque tout simplement une hausse de la valeur des obligations, donc c'est-à-dire une baisse de leur taux, tout simplement. Donc je vous laisserai regarder si ça vous intéresse l'obligation à terme 10 ans allemande, le Bund allemand, etc., l'OAT 10 ans français, etc.
Euh, donc une baisse des taux d'intérêt des obligations à taux fixe, évidemment parce que les taux montent, enfin, parce que les obligations, leur valeur monte, euh, et c'est assez cohérent tout simplement, même si ça n'empêche pas qu'il y ait une inversion de la courbe des taux potentielle un jour ou l'autre. Et puis sur les marchés actions, cette baisse, ou cette implied baisse, on va dire, cette baisse anticipée des taux d'intérêt, ça a pour effet immédiat, lorsque c'est mieux que ce qu'attendait le consensus des analystes qui regardent ça de très près, ben, ça implique que les marchés actions partent à la hausse. Parce que les marchés actions n'ont qu'un seul rôle, c'est d'anticiper à l'avance et de déterminer un coût marginal. Donc finalement, là je schématise, mais ce qui se passe, c'est que les marchés actions, et donc les grands investisseurs institutionnels, ils anticipent une baisse de taux qui sera plus rapide que celle qui avait été prévue initialement. Et ça, c'est suivi d'extrêmement près par tous les grands gérants de fonds partout au monde. Et c'est pas pour rien, c'est parce que ça a un impact direct sur les performances en bourse. Et donc c'est ça qui nous intéresse. Et donc finalement, ce qu'on peut retenir de toute cette vidéo, et puis à la fin de la vidéo, j'ai juste rapidement vous terminer par voilà, une petite infographie de JP Morgan. Euh, voilà, simplement pour vous rappeler aussi un élément qui est à mon sens intéressant, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est juste voilà, une petite leçon en plus, euh, pro bono. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que finalement, actuellement, on a des marchés actions qui ont remonté depuis tout début novembre 2023, mais rien n'empêche qu'ils continuent d'augmenter. Il n'y a absolument rien qui, actuellement, du moins, empêche que cette hausse continue d'augmenter. Donc, les marchés ont simplement devancé les banques centrales. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc, on a eu un petit rallye très rapide, comme ça, pendant quelques semaines. Alors, certes, ça pourrait peut-être paraître un petit peu exubérant, mais en tout cas, donc on a eu ce rallye à la fois aux États-Unis, à la fois en zone euro, mais également sur d'autres marchés. Et les politiques monétaires en fait des banques centrales, elles ont tendance, et ça c'est un point qui est crucial, qui est très intéressant à comprendre, à converger actuellement. Un petit peu comme si l'inflation finalement c'était un petit peu de l'histoire ancienne, et donc du coup les politiques monétaires des banques centrales elles convergent actuellement, que ce soit au niveau de la Fed, de la BCE, mais aussi de la BOE, la Bank of England au Royaume-Uni, ou de la BOJ, donc le Bank of Japan au Japon. Euh, Principalement, je ne vais pas toutes les énumérer. Et donc ça, c'est un point qui est assez positif parce que ça nous permet quand même de légitimement, sans vouloir faire de plan sur la comète, pouvoir anticiper un petit peu ce que sera à l'avenir l'évolution des politiques monétaires des banques centrales et finalement de comprendre que le soft landing qui était initialement prévu, donc ce qui signifie simplement atterrissage en douceur, ben finalement le soft landing il sera peut-être un petit peu plus rapide que ce qui était prévu. Donc peut-être que fin 2025, les principaux taux directeurs, donc c'est-à-dire le taux de refinancement en zone euro et aux États-Unis, abstraction faite bien sûr d'événements majeurs inattendus, mais on sera peut-être pas à fin 2025 à 3,5%, mais peut-être à 3%. Peut-être même 2,75%. Bien sûr, tous les mois, voilà, il y aura toujours le FOMC aux États-Unis qui va se réunir, qui va établir un consensus, et donc ça va déterminer ensuite un taux directeur, ça va être analysé, ça va être scruté, il y aura sûrement beaucoup de plateaux, on va sûrement rester avec un soft landing bien prégnant, mais en tout cas, il sera peut-être un petit peu plus rapide que ce qui était prévu au départ. Et donc là, on se trouve un petit peu dans ce scénario qui est un petit peu meilleur que prévu, donc de fin d'année 2023. Et surtout, c'est au niveau de l'inflation, en fait, au départ, quand même, qu'on a des bonnes nouvelles, parce que l'inflation, finalement, il faut quand même pas oublier que bah, elle a énormément ralenti. En zone euro, elle a chuté plus que prévu, 2,4%, j'ai déjà dit, source Eurostat, et puis en Grande-Bretagne, elle a ralenti de 4,6% en octobre. Donc c'était pas non plus prévu, c'est mieux que ce qui était prévu. Donc pour autant, le 14 décembre 2023, Christine Lagarde elle a maintenu ses taux directeurs. Elle va probablement pas elle va probablement suivre la même trajectoire que finalement un peu la convergence qu'on remarque hein, au niveau de toutes les grandes banques centrales au niveau mondial. Donc elle va sûrement suivre, emboîter le pas de la Fed avec un petit décalage de peut-être quelques mois pour la baisse des taux. Bien sûr, la baisse des taux, elle sera probablement beaucoup plus lente que la hausse des taux qui avaient été initiés pour juguler l'inflation au départ
bien évidemment, on n'aura pas des baisses de taux de 75 points de base de mois en mois. On aura sûrement plutôt des baisses de taux de 25 points de base, donc c'est-à-dire 0,25%, un quart de pourcent, ci et là, et parfois des plateaux peut-être de plusieurs mois. Mais en revanche, surtout, ce qui est quand même très intéressant à comprendre, c'est que dans l'ensemble, on aura quand même un soft landing qui vraisemblablement sera un petit peu moins soft finalement que ce qui était prévu initialement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que puisque les marchés ne font qu'anticiper l'avenir, tout est pricé dans les cours de bourse, absolument tout, d'avance. Et ça, c'était une bonne nouvelle. Donc, pour ceux qui se demandent éventuellement pourquoi les marchés actions ont très très récemment, là je parle à extrêmement court terme, subi une légère embellie, une légère envolée boursière, bah, c'est simplement ça, c'est le taux d'intérêt, c'est le taux directeur. Euh, et finalement, c'est un scénario un petit peu plus optimiste que ce qui était prévu. Alors, on va faire abstraction bien sûr de d'autres gros agrégats macroéconomiques, parce que évidemment, il n'y a pas que les taux d'intérêt des banques centrales pour ça. Donc, si ça vous intéresse, évidemment, je vous invite à aller à tout simplement regarder ce qu'on peut retrouver sur les agendas macroéconomiques euh, et financiers. Donc, les zones bourse en proposent, bien sûr, il y en a beaucoup, il y a ABC Bourse, il y a Boursorama, etc. Mais ce qu'il faudra regarder, évidemment, bien sûr, en tout cas parmi les événements qui ont un impact majeur, bien sûr, il y a d'autres éléments. Il y a les indices PMI, même si on peut déjà les connaître plus ou moins à l'avance. Euh, Évidemment, il y a aussi d'autres événements. Donc, ce qui est plus important, clairement, ce sont les décisions de politique monétaire, hein. On va pas se mentir, c'est clair et net. C'est ça qui compte le plus. Ensuite, il y a aussi les indices des prix, bien évidemment, puisque là, on va parler de l'inflation dans ce cas-là. Un peu moins important, il y a tout ce qui est prix à la production industrielle, enfin, prix de la production industrielle, mais production industrielle également. Euh, voilà, balance commerciale aussi, c'est peut-être un petit peu moins important. En revanche, bah, tout ce qui est décision, encore une fois, des politiques monétaires, des banques centrales, et puis tout ce qui concerne les indices des prix, donc finalement l'inflation, ça a c'est un impact très très fort en fait sur les marchés actions. Donc c'est ça finalement qui compte. Euh, Parfois vous entendrez peut-être parler de PMI, Price Manufactured Index, euh, ou de PMI préliminaire parfois. Donc c'est-à-dire finalement l'ensemble des prix finalement euh, calculés ou anticipés. Ça aussi ça a un impact évidemment, mais ça c'est un impact d'importance élevé, c'est vrai, mais moins élevé quand même que bien évidemment tout ce qui concerne les décisions de politique monétaire des banques centrales. Donc voilà, ça c'est quand même un élément aussi à noter, parce que si vous tapez sur votre moteur de recherche préféré, enfin, agenda économique et financier, vous allez retrouver ce genre d'éléments, voilà, les prix à la production, voilà, beaucoup d'autres éléments bien sûr, taux de chômage, inscription au chômage, etc. Tout ça, ça c'est d'importance moyenne, clairement, voire faible. Les stocks pétroliers, etc., etc. Ça dépend, bien évidemment, mais tout ça, c'est peu important finalement relativement à tout ce qui est décision de politique monétaire. Ça, c'est la clé des marchés, la clé en ce qui concerne la performance en bourse sur les marchés de capitaux, et nous, dans ce qui nous intéresse concernant les marchés actions. Donc, bien évidemment, tout ce qui est décision de politique monétaire de la Fed, de la Bank of England, de la Réserve fédérale américaine, Bank of Japan, donc ces quatre-là principalement, mais bien évidemment au premier lieu desquels la BCE et puis la Fed, ça c'est ce qui nous intéresse le plus. Évidemment, bon, après la balance commerciale et puis les indices PMI manufacturiers et des services, ça aussi ça peut avoir de l'importance, mais ça aura une importance vraiment moindre par rapport au taux de refinancement des banques centrales. Donc je ne vais pas entrer trop dans les détails plus que ça. Sachez quand même qu'il y a quand même plusieurs taux d'intérêt directeurs, hein. Là, dans cette vidéo, je parle que du taux de refinancement, mais finalement c'est le plus connu, c'est le plus important, c'est celui dont tout le monde parle. C'est celui qui a un impact direct sur la masse monétaire en circulation. Donc c'est finalement le taux auquel les banques commerciales empruntent de l'argent. Donc enfin, elles achètent de la matière première et elles revendent des produits finis, on pourrait dire. Ben, leur achat de matière première, c'est un taux, et ce qu'elles revendent, c'est ce même taux plus une marge. Donc évidemment, ça a un impact direct sur la masse monétaire en circulation et donc sur les prix. Encore une fois, confère voilà, théorie quantitative de la monnaie, entre autres. Voilà, donc ça c'est une théorie qui est classique. Il y a aussi bien sûr d'autres théories qui viennent expliquer comment évoluent les prix, mais ça c'est quand même voilà, il y a une équation qui est connue, qui a fait ses preuves et qui est quand même
qui est quand même assez valable dans la très grande majorité des cas. Donc il faut toujours pondérer bien sûr l'ensemble voilà, des éléments, mais en tout cas, c'est quand même, je pense, une bonne base à retenir pour comprendre comment évoluent les prix. Et puis ensuite déterminer aussi enfin, les décisions de politique monétaire. Parce que vous avez compris, je pense, le triptyque, on a d'un côté les prix, donc l'inflation, en un. En 2, ça va amener des décisions de politique monétaire. S'il n'y a plus d'inflation, donc l'inflation est à zéro, bah, il faut relancer la machine économique, il faut booster la masse monétaire, donc on fait baisser les taux d'intérêt pour que les gens empruntent, pour faciliter le crédit pour les entreprises, pour les particuliers, pour les ménages, pour augmenter la quantité de monnaie en circulation, la vélocité de la monnaie, euh, et puis idéalement aussi faire augmenter la production pour faire augmenter le PIB et éviter d'être dans un cadre de stagflation. Donc là, actuellement, on est clairement dans un cadre de désinflation, c'est évident, et on est dans un cadre de soft landing un petit peu meilleur que celui qu'on attendait. Et donc ça, c'est extrêmement bon pour nous en tant qu'investisseurs de long terme. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on pouvait dire dans cette vidéo. Quand même un élément important, je pense, à noter. On va quand même regarder un petit peu où est-ce qu'on en est au niveau du Fear and Greed Index. Donc sachez que CNN Business publie tout simplement un indice Fear and Greed, c'est-à-dire peur, au niveau du Fear and Greed Index. Fear and Greed, peur, avidité, que je trouve toujours intéressant. Un jour, j'en ferai une vidéo, je pense, intéressant de surveiller. euh, voilà, ponctuellement, parce qu'actuellement cet indice, on est plutôt dans une situation très greed, donc c'est-à-dire très avide, donc c'est un indice qui est entre 0 et 100, voilà, je vous l'affiche à l'écran. Là on est à 71, et voilà, il y a encore un mois on était à 46, donc on était même pas en neutral, on était en fear, on était presque neutre, mais on était encore plutôt, les marchés étaient plutôt dominés par la peur encore un petit peu. Là on est beaucoup plus dominé par l'avidité. Donc ça peut évoluer assez vite, évidemment, cet indice. Là, il y a une timeline, vous pourrez regarder si ça vous intéresse. Mais c'est quand même voilà, quelque chose d'intéressant de constater parce que ça traduit directement finalement quel est le sentiment de marché actuel. Et puis ici, on voit qu'il y a encore une semaine, on était déjà greed, on était déjà à 66. Bon, là, on est à 71. Donc ça nous indique un petit peu où est-ce qu'on se situe et quel est le sentiment. Vraiment, là, on parle plus du côté rationnel, mais on parle du côté émotionnel des grands investisseurs institutionnels qui se positionnent sur les marchés actions. Et donc, on ne va pas entrer dans le détail de la construction de cet indice. Ce qu'il faut retenir, c'est que là, on est dans une situation où le sentiment de marché est un petit peu avide, c'est un petit peu greedy. Donc, il faut être précautionneux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir. Parce qu'encore une fois, quand on investit sur un horizon de 3, 4, 5, 10 ans, ça nous intéresse assez peu de savoir dans quelle configuration de marché on est. Mais à court terme, ça peut être intéressant pour se positionner et éviter de prendre le moment le plus inopportun pour placer des liquidités en bourse. Donc, bon, pour ça, bien sûr, il y a un remède, c'est le DCA, voilà, qui consiste à investir de manière périodique le même montant, par exemple dans un ETF, pour lisser le risque et puis éviter voilà, les biais cognitifs liés à la peur, à l'avidité en bourse. Mais enfin, en tout cas, là, actuellement, le sentiment de marché, il est plutôt greedy, donc c'est-à-dire avide, et très rapidement, quand même, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder la construction de ce Fear and Greed Index, qui est publié par CNN Business. Donc comment il est constitué? Il est constitué par 7 indicateurs principaux. Donc il y a le market momentum, donc ça c'est presque un incontournable avec une moyenne mobile à 125 bourses. Ensuite il y a le stock price strength, donc lui et pour chacun d'entre eux on a bien sûr le niveau. Donc là par exemple pour le momentum on est en extreme greed, donc c'est-à-dire entre 75 et 100. Et tout ça c'est pondéré bien sûr pour qu'on arrive à un résultat de 71 actuellement. Donc là en stock price strength, donc finalement c'est tout simplement les nouveaux 52 weeks highs and lows sur le New York Stock Exchange. Donc là, on est clairement en extreme greed. Stock price breadth. Donc finalement, ça fait référence au Maxon Volume Summation Index. Donc sans entrer trop dans les détails, là aussi, on est en extreme greed. Sachez que vous pouvez évidemment lire en détail ce que représente chacun de ces composants, bien sûr. Mais finalement, ce stock price breadth, il indique simplement si on est dans une configuration plutôt bullish ou bearish, c'est-à-dire voilà, un marché plutôt en bull run ou en bull run inverse, on va dire, plutôt marché bear market, quoi, en quelque sorte. Donc c'est plutôt un signe de est-ce qu'on est dans cette configuration bullish ou non.
Ensuite, il y a bien sûr un ratio, et là lui aussi, il est en extreme grid, c'est le put and call options, donc c'est un ratio put, donc alors, on va pas rentrer dans le détail du fonctionnement des marchés des options, ça va être tellement long sinon la vidéo, mais sur la moyenne à 5 jours du ratio put sur call, donc les puts et les calls sont tout simplement des options d'achat et de vente. On est quand même sur une situation d'extreme grid. Ensuite, sur un market volatility, on est en neutre. Donc là, on a le VIX, qui est l'indice de la peur, mais j'aime pas trop la dénomination parce que c'est pas tout à fait représentatif de la réalité. Mais on peut approximer que c'est l'indice de la peur, le VIX, c'est l'indice de la volatilité. Euh, donc là, on est plutôt neutre là-dessus. Et puis ensuite, sur le safe haven demand, donc c'est-à-dire la demande pour finalement des valeurs refuges, hein, ni plus ni moins. Donc c'est la différence entre les rentabilités à 20 jours sur la bourse, enfin des actions, et la rentabilité euh, des obligations. Donc il y a des liens directs avec le modèle MEDAF, bien évidemment, le modèle d'évaluation des actifs financiers quand on parle de ça. Là on est plutôt en fear, donc c'est-à-dire le sentiment de marché qui domine, qui prédomine, c'est la peur. Là, finalement, il y a pas de risque premium actuellement ou très très faible seulement euh, entre finalement les rentabilités à 20 jours, 20 bourses des actions et les returns sur les bonds. Donc on est à près de 0% environ. Euh, mais surtout, on a bien baissé en fait depuis quelques semaines. Donc voilà, et puis un dernier élément, mais bien sûr, en pratique, il y en a beaucoup d'autres si on veut construire un véritable outil de pilotage, de détermination du sentiment de marché. Mais un dernier élément à constater, c'est la demande pour les junk bonds, donc c'est-à-dire finalement les obligations risquées, très risquées, les high yields, comme on les appelle. Là, on est en fear, donc clairement, voilà. Si on prend les junk bonds versus tout ce qui est investment grade, euh, il y a clairement une préférence pour les obligations peu risquées et une tendance à éviter les junk bonds ou les high yields. Donc ça montre que finalement, il y a plutôt de la peur qui prédomine là-dessus et qu'on ne se précipite pas trop finalement du point de vue des gros investisseurs institutionnels sur tout ce qui est bonds high yields, donc les obligations à haut rendement, qui sont bien sûr évidemment à plus haut rendement, mais à beaucoup plus de risques. Donc risque de défaut essentiellement, mais pas que. Donc tout ça, si on le concatène, ça nous donne un indice qui est le Fear and Greed Index. Ça nous donne un chiffre et on est à 71. Alors 71, ça veut dire qu'on a considéré que dans l'ensemble, à partir du moment, le cas idéal en général, c'est qu'on est en neutral, neutre ou en dessous. Et surtout, il faut regarder le momentum parce qu'il y a un mois on était en neutral à 46, il y a une semaine on était en greed à 66 et le previous close on était en greed à 69 et maintenant on est à 71. Donc c'est-à-dire que ça augmente beaucoup très très récemment sur un horizon de très court terme. Et ça vous le remarquerez peut-être, vous avez une timeline de toute manière pour le voir si vous voulez, Euh, mais considérez très simplement que dès qu'on est au-dessus de 75, il faut se montrer très précautionneux et à l'inverse, quand on est en dessous de 25, donc attention, je ne parle pas de 30 et 70 là, je parle vraiment pour cet indice de Free and Greed Index, voilà, 25-75. Donc finalement, entre le dernier quartile et puis le premier quartile, euh, il faut se montrer précautionneux. Alors, d'autant plus, à forcerie et plus forte raison, quand on est au-dessus de 75, bien évidemment, parce que historiquement, on reste très peu de temps au-dessus de 75 avant qu'il y ait une correction et que le sentiment de marché il devienne de nouveau beaucoup plus neutre. Et qu'ils deviennent plus neutres aussi parce que les marchés actions baissent à nouveau. Et ce qui est très intéressant de regarder en revanche, c'est lorsqu'on est en dessous de 25. Alors évidemment, on est en dessous de 25 quand il y a un krach boursier. On est en dessous de 25 quand il y a un événement majeur. C'est triste à dire, c'est comme ça, mais 9/11 ou ce genre d'événement, bien évidemment, ou comme en 87, ou comme lors du éclatement de la bulle Internet des dot-com des années 2000, comme pendant la crise des subprimes, etc. La crise, le Corona crack du troisième semaine de mars 2020, etc. Donc dans tous ces éléments, tous ces moments-là, les marchés actions périclitent. Et c'est là qu'on a de la peur qui prédomine. Et quand la peur prédomine, l'émotionnel prend le dessus sur le rationnel. Et c'est là que c'est là que les meilleures opportunités pour faire de l'argent, et elles durent très peu de temps. C'est souvent des fenêtres de tir qui sont très courtes.
Je vous le dis comme ça, c'est plutôt, voilà, c'est pas une révélation, mais c'est quand même une petite information quand même pas anodine. Mais généralement, il y a des fenêtres de tir qui sont d'un horizon temporel très court, qui s'ouvrent à ce moment-là, et pendant lesquelles il peut être extrêmement intéressant d'acheter massivement des actions en bourse, parce que on peut avoir des actions comme Hermès, euh, voilà, bradées à quasiment 50%, et qui pourtant ont des fondamentaux financiers et stratégiques qui restent extrêmement bons. Troisième semaine de mars 2020, Hermès a perdu quasiment 50%. Ça a duré très peu de temps, hein. Beaucoup d'investisseurs extrêmement avisés se sont rués sur l'occasion, moi le premier y compris, pour acheter massivement des actions Hermès. Après, ça a vite remonté. Beaucoup d'autres actions ont remonté également, mais c'est tellement plus intéressant d'acheter des actions magnifiques, des sociétés très belles sociétés à moitié prix, que d'acheter finalement le marché à moitié prix. Donc, euh, donc voilà. Et puis pour terminer, je vais vous montrer, mais quand même, j'en profite aussi parce que c'est d'actualité, malheureusement, mais je préfère quand même le dire, vaut mieux quand même en général, retenez aussi ce principe, acheter des actions ordinaires, enfin extraordinaires à un prix ordinaire, que des actions ordinaires à un prix extraordinaire. Autrement dit, il vaut mieux acheter des actions de sociétés extraordinaires, voilà, LVMH, Hermès, Apple, à un prix ordinaire, que des actions comme Renault, par exemple. Donc ordinaire, mais à un prix extraordinaire. Donc ça, c'est une citation de Charlie Munger. Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans le mentionner et le citer. Et enfin, aussi pour lui rendre hommage pour ses travaux. Et puis, euh, et puis, je terminerai simplement par vous montrer ce petit graphique de JP Morgan, qui vous montre à quel point il est difficile d'anticiper. C'est quand même aussi pour terminer sur une petite morale finalement dans cette vidéo. Il est très difficile d'anticiper l'évolution des marchés actions. Et si on regarde ben, ce que c'est que finalement de faire du trading ou de vouloir anticiper comment vont évoluer les marchés actions, on peut très vite perdre beaucoup en coût d'opportunité. Et si on regarde bien ce graphique de JP Morgan Asset Management, on voit que ne serait-ce qu'en manquant les 10 meilleures sessions de bourse au cours d'un horizon de temps très long, la performance à long terme aurait été largement réduite que le fait de juste être resté investi. Et encore une fois, je vais reprendre une citation de Charlie Munger, euh, donc l'ancien vice-président de Berkshire Hathaway, donc la société d'investissement de Warren Buffett, qui désormais finalement le bras droit n'est plus là, donc il reste simplement Warren Buffett. Euh, un élément qui est quand même important à comprendre, c'est que si on fait de l'investissement de très long terme, pour reprendre une des citations de Charlie, c'est pas en achetant et en vendant, mais en conservant. Ou plus précisément, la citation, ça n'est pas en achetant ou en vendant, mais en attendant qu'on fait de l'argent. Et c'est exactement la philosophie d'investissement de Berkshire Hathaway, de Warren Buffett et Charlie Munger, depuis toujours, tout au long de leur association qui a duré pendant à peu près presque 60 ans. Presque 60 ans. Voilà, c'est presque les deux tiers d'une vie commune, partagée ensemble, à- avec voilà, la tête de Berkshire Hathaway. Euh, et c'est pas pour rien que Warren Buffett a investi depuis des décennies dans Coca-Cola, dans American Express en tant que principal actionnaire, dans Apple depuis très longtemps maintenant, désormais, et dans beaucoup d'autres sociétés finalement détenues à 100% et dont les actions ne sont même pas négociées en bourse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de, pour revenir du coup aux éléments de départ de la vidéo, de vous permettre de vous positionner sur les marchés actions. Donc retenez bien ça. Actuellement, on est dans un scénario où on a probablement un soft landing qui sera un petit peu moins soft que ce qui était prévu, ce qui est plutôt bon pour nous, parce que c'est un très bon signal pour l'économie, c'est-à-dire que l'économie, elle va probablement repartir un petit peu plus vite à la hausse. Le risque majeur principal, évidemment, malgré la convergence des politiques monétaires des grandes banques centrales partout au monde, le risque principal, évidemment, c'est le retour de l'inflation. Euh, et je parle pas de l'inflation, je parle pas de l'inflation en Argentine, je parle de l'inflation non pas à trois chiffres, mais à déjà ne serait-ce qu'un chiffre ou deux chiffres, c'est tout au plus. Mais c'est le retour de l'inflation euh, et finalement une inversion du trend actuel, parce qu'actuellement on a retrouvé des niveaux convenables. Et ça, c'est vraiment l'indicateur qui va déterminer si les politiques monétaires vont être plus ou moins restrictives et finalement si le soft landing va être plus ou moins soft.
Et plus le soft landing, moins le soft landing est soft, donc c'est-à-dire plus les baisses de taux d'intérêt directeur, donc le taux de refinancement, plus ça diminue rapidement, plus les marchés actions vont augmenter. Et plus les investisseurs comme vous et moi vont apprécier. Donc du coup, ça c'est vraiment ce que vous devez retenir en conclusion de cette vidéo. Donc j'espère n'avoir rien oublié. J'espère aussi vous avoir alerté sur un élément quand même assez important, c'est que si vous faites de l'investissement de très long terme, c'est inutile voilà, d'avoir un taux de rotation de son portefeuille de 3 mois. Voilà, normalement vous êtes censé garder des positions sur du très long terme. Je dis pas qu'il faut pas faire d'arbitrage, mais ça sert à rien d'en faire tous les 3 mois. Euh, et puis, en tout cas en stock picking. Et puis, bah, écoutez, bah, si jamais j'ai oublié certains éléments, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si cette vidéo a été trop longue, trop courte, trop claire, trop peu claire, n'hésitez pas également à me le dire dans les commentaires de cette vidéo. Si vous avez besoin de plus d'informations, de plus de contenu de ce genre, ou besoin de compréhension, n'hésitez pas à m'en faire part également dans les commentaires de cette vidéo. Euh, je les lis tant que je peux, quand je peux, comme je peux, et j'y réponds tant que possible. Donc dites-moi tout en commentaire. Si vous avez des remarques, des questions, des interrogations, euh, allez-y, dites-le moi. Et puis quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et je vous souhaite de très très bons investissements.